Vous écoutez le podcast Nomade Digital, l'émission de ceux qui veulent prendre le contrôle de leur temps et de leurs revenus pour pouvoir vivre et travailler n'importe où dans le monde. Chaque semaine, venez discuter entrepreneuriat, productivité et voyage avec deux gars qui le vivent au quotidien. Bienvenue sur le podcast Nomade Digital, le podcast qui se lance aujourd'hui dans les équations mathématiques compliquées à l'antenne. On va voir comment en sortir. Je suis Stan de marketingmania.fr. Et je suis Paul, et surtout le podcast où juste avant de commencer, le mec qui sort « Vas-y, on se lance, on réfléchit pas trop ». Ce qui annonce quelque chose de positif. Voilà, donc il faut dire que une fois n'est pas coutume, on enregistre un dimanche en fin d'après-midi. Paul, tu viens de débarquer de l'avion. Moi, je viens d'enregistrer 2 autres podcasts, donc on n'est pas au plus haut de notre dynamisme, donc on va essayer de le soulever un peu. Donc aujourd'hui, on parle de l'expected value, donc le terme anglais, en français on pourrait traduire ça par valeur attendue. C'est un terme, il me semble, qui vient du milieu du poker, mais qui est utile dans le milieu de l'entrepreneuriat pour réfléchir en termes de décisions que vous prenez, en termes de sélection de vos projets. Effectivement, et de manière façon générale, c'est aussi un terme économique. Donc, et qui va devoir présenter la formule du coup ? Qui va se casser la tête à présenter la formule ? Donc je vais commencer par présenter la formule de haut niveau. Donc en gros, l'expected value, c'est un calcul que vous pouvez faire sur le papier si vous connaissez les chiffres et qui vous permet d'estimer la valeur d'une action quand vous ne savez pas les conséquences de cette action. Donc l'exemple qu'on a noté, c'est mettons que je vous propose de parier sur un jeté de pièces et que vous avez une pièce qui tombe 50-50 sur pile ou sur face. Et dans ce cas-là, vous pariez 1 euro sur le jeté de pièces, vous avez une chance de gagner 1 euro, c'est 50-50. Et donc ce qui est intéressant, c'est de voir quand vos probabilités sont un peu en votre faveur. Donc mettons que si vous avez une pièce qui est pipée, qui tombe 60% du temps sur face, dans ce cas-là, ça vous fait... Enfin, vous comprenez intuitivement que vous ne savez pas si vous allez gagner ou perdre. Vous avez toujours 40% de chance de perdre. Mais vous comprenez que le pari devient plus intéressant pour vous. Et l'idée, c'est que si vous pouviez faire ce même pari 100 fois ou 1000 fois, sur le long terme, sur du gros volume, vous êtes sûr d'y être gagnant parce que les probabilités sont un petit peu en votre faveur. Donc, l'utilisation globalement de l'expected value, ça serait de se dire, on va chercher des opportunités où, pour un certain investissement, on peut prendre un risque qui, selon les probabilités, nous rapporte plus qu'il nous coûte. Et je pense que c'est particulièrement utile du coup pour les gens qui sont dans le poker, parce qu'en poker, si vous connaissez les cartes que vous avez, les cartes que vous pouvez voir, vous pouvez estimer la probabilité que votre adversaire ait des cartes qui soient supérieures ou inférieures à vous. Même si vous ne savez pas à 100% quelle carte il va avoir, vous pouvez estimer une probabilité et comprendre quels sont vos risques et vos récompenses selon les différentes situations. Je pense qu'on peut aussi préciser que cet épisode est issu d'un article de foreverjobs.com dont je mettrai le lien, où justement, lui, il était un ancien joueur de poker. Et ce qu'il dit, c'est que les gens, justement, ont tendance à avoir peur du risque et à donc louper des opportunités qui, même si elles sont risquées, en réalité, ont une expected value qui est positive. Et donc, je pense que peut-être qu'un des meilleurs exemples qu'on pourrait donner, c'est, mettons que tu es dans une situation où je viens te voir et je te dis, écoute, j'ai cette idée de business, j'ai trouvé une bonne opportunité, une bonne niche, il faut qu'on investisse 1000 euros, mais on a le potentiel d'en gagner 50 000. Mais le problème, c'est que c'est un truc qui est assez improbable, donc on n'a que 10% de chance de réussir. La plupart des gens, si tu leur dis ça, la chose la plus intuitive et en fait la chose la plus humaine à dire, c'est de dire, écoute, 90% de chance de cramer mes 1000 euros, ça ne m'intéresse pas. Et donc, du coup, l'expected value, c'est une façon de ne pas suivre ton intuition, de dire, OK, 90% de chance de perdre, mais se dire, OK, qu'est-ce qui se passe si je fais ce calcul ? Et en l'occurrence, si tu fais ce calcul, tu as 10% de chance de gagner 50 000 euros, ce qui vaut à peu près 5 000 euros. Donc, ton pari, dans ce cas-là, serait de parier 1 000 euros et la valeur attendue serait 5 000. Donc, ce serait quelque chose qui serait très positif et que, d'un point de vue instinctif, tu aurais tendance à rejeter. Et je te propose que là, j'ai pris un exemple un petit peu théorique. Je te propose que tu nous donnes un exemple qui te touche, toi, d'un cas où ce type de réflexion t'a aidé à prendre une décision que tu n'aurais
peut-être pas prises Bah autrement. justement, je connaissais déjà ce concept depuis longtemps, mais pour la première fois, je l'ai vraiment mis sur papier. Et en l'occurrence, j'ai fait 2 achats récemment, alors 2 sites web et aussi un appart à Chiang Mai. Et en fait, dans ces cas-là, vraiment, j'ai fait une sorte de formule, exactement comme on a parlé. Donc, par exemple, pour un site web, heu, on peut donner un certain pourcentage de chance à ce que, je sais pas, ce soit sanctionné par Google, tu vois? Ça peut être 10 de chance que le revenu passe à zéro. Ça peut être 30 de chance que les revenus soient divisés par 2 parce que les mots-clés principaux, passent en seconde page ou peu importe. Et donc calculer tout ça pour ensuite arriver à une expected value. En sachant que, bah, forcément sur un site web, ce sera beaucoup plus volatile qu'un appartement. Et pour, faire très simple, par exemple, le site web, je l'ai acheté à un prix d'environ, on va dire 20 mois. Non, moins que ça même, 15 mois. Le logement, ce serait plutôt proche de une centaine de mois. Et c'est vraiment là où pour le logement, tu payes un certain premium. Donc, ce que tu veux dire, c'est le multiple par rapport au revenu C'est ça, au mensuel, en bénéfice fait. même mensuel, ouais. Le ratio entre le C'est prix et ça, le par exemple, revenu. pour un appart Donc, en pour un gros, appart à 30 000 €, on va dire, par exemple, ça rapporterait 3 000 € par an, heu, pour faire simple. Et donc si on calcule généralement, la plupart des sites web se vendent à un multiple de 20 mois. Ça peut baisser s'il y a un risque plus important, si le site est un peu fragile. Heu, mais du coup, c'est intéressant de pas automatiquement refuser un site parce qu'il est risqué. Mieux vaut prendre son temps d'écrire vraiment, d'essayer d'estimer les probabilités que vraiment il se casse la gueule et voir si, au fond, est-ce que ce serait pas quand même rentable à ce prix-là? du coup, tu te poses la question qui est souvent celle qui est posée dans l'expected value, parce que souvent l'expected value, comme l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, on part sur le principe que le projet a, par exemple 10% de chances de réussir. En l'occurrence, comment est-ce que toi tu procèdes pour estimer ces probabilités que ton site se pète la gueule ou que ton appart ait un souci? Comment est-ce que tu fais ça? Est-ce que tu fais des recherches? Est-ce que tu as une bonne connaissance en termes de référencement? Comment est-ce que tu procèdes pour estimer ces C'est probabilités? sûr que c'est pas totalement scientifique, quoi, mais il y a par exemple, pour un des sites, j'ai pu voir que les backlinks étaient naturels, donc toi, il y aura pas de risque de ce niveau-là de la part de Google, quoi. Par exemple, ce site notamment, sa faiblesse, c'est qu'en gros, il y a 3 articles qui rapportent la majorité du trafic. Donc toi, par contre, si sur ces mots-clés, les articles, ils se cassaient la gueule, ça serait mauvais. Donc ça, j'ai mis une probabilité par rapport à ça. Pour l'estimer, tu vois, c'est très compliqué. C'est toujours ça aussi, on se retrouve un peu face à la limite. Bah, si tu le C'est fais un à la peu à la louche, quoi. louche. C'est ce qu'on peut dire. C'est pas un calcul qui est C'est clair et une net. question de jugement, Et hein. du coup, moi, il y a un concept que j'aime bien, c'est le concept de Warren Buffett qui s'appelle la marge de sécurité. Parce qu'en gros, Warren Buffett, c'est un gars qui fait ce qui s'appelle du value investing. Ça veut dire que son concept, c'est d'acheter des actions que lui considère être sous-évaluées. Donc en gros, il va regarder des actions et il va dire ces trucs-là sont sous-cotés, nous on va les acheter, on va les garder pendant très longtemps parce que sur le long terme, elles vont monter. Donc ce que ça veut dire, c'est que essentiellement, il fait une calcul d'expected value sur le futur en se disant il y a telle probabilité que ça monte, telle probabilité que ça descende, telle probabilité que ça reste, et il fait son petit calcul et il essaie de trouver des actions où l'expected value est largement supérieur à ce que lui, il va payer aujourd'hui pour acheter cette Ce qui est action. fascinant, c'est qu'il en Ce a qui veut trouvé dire des que... des pourtant qui semblaient évidents comme Coca-Cola ou autre, où, en fait, Ouais. lui, plutôt que de miser sur la spéculation future, il mise vraiment sur le fait que ces entreprises ont des fondamentaux et que dans les décennies à venir, elles vont grossir encore. Ce qui était dingue de penser de ça de Coca-Cola euh, dans les 70, parce que tu dis Coca-Cola dans les années 70, c'était déjà partout, quoi. Mais en fait, il y a encore plein, plein de marchés qui n'étaient pas explorés, dans les pays en voie de développement. et là-dessus, il s'est appliqué sur... Il y a un très bon discours de Charlie Munger, d'ailleurs, qui est l'associé de Warren Buffett, où il explique comment est-ce qu'ils ont pris la décision sur Coca-Cola. Et en gros, c'est une histoire de modèles mentaux. Et c'est vraiment... Donc, en gros, comment ils réfléchissent à la stratégie et au positionnement stratégique et au fait de pouvoir défendre des profits, etc. Mais pour revenir sur l'expected value, du coup, eux, ils ont le concept qu'ils appellent la marge de sécurité. C'est-à-dire que ils font leurs calculs, mais ils estiment qu'il y a une certaine marge où ils vont avoir tort, ils n'ont pas les chiffres exacts, et du coup, ils ont cette marge de sécurité. Donc, s'ils voient que le chiffre de l'expected value est largement supérieur au prix qu'ils vont payer, ils ont une marge de sécurité qui est suffisante pour eux pour avoir tort sur certains chiffres, comme tu sais pas exactement quels vont être les chiffres ou quelles sont les probabilités exactes.
Et ils disent que leur plus gros regret, c'est justement d'avoir fait ces investissements où ils n'avaient pas suffisamment de marge de sécurité, où ils n'avaient pas la possibilité d'avoir un peu de tort sur Ou leur même, oui, probabilité. même ils n'étaient pas trop capables de juger. C'est pour ça qu'il a dit qu'Warren Buffett, il n'a jamais investi dans Microsoft et autres, alors qu'il est pote avec Bill Gates. Alors qu'il C'est est parce méga que pote pour avec lui, il Bill était Gates, ouais. incapable de juger ses probabilités, justement. Il s'y connaissait pas assez. Et c'est pour ça que, tu vois, quand j'achète un site web, je suis à peu près confiant parce que je suis à peu près capable de juger les probabilités. Ma grand-mère, si elle devait acheter un site web, elle aurait strictement aucune idée si c'était risqué ou pas. Alors, le logement à Chiang Mai, j'ai parlé avec beaucoup, beaucoup de gens qui avaient déjà un logement à Chiang Mai. Donc, effectivement, il faut faire ses recherches pour faire en sorte que sa formule colle à peu près à la réalité, même si après, on peut toujours se tromper. Et puis aussi, il reste quand même les 20-30% de chance, par exemple. Euh, en Thaïlande, il y a peut-être 1% de chance qu'il y ait une révolution et qu'on chope mon appart, quoi. Mais ça fait partie des risques. Ouais. Donc, l'expected value, c'est utile pour prendre des décisions ponctuelles. Si on pousse le concept jusqu'au bout, c'est-à-dire tu découvres le concept d'expected value, tu décides de l'appliquer dans tous les domaines de ta vie, euh, ça a pas mal de conséquences dans la façon dont tu vas pouvoir mener tes projets, tes priorités et ta stratégie. Euh, et ça, on l'a résumé en 2 points. Le premier, c'est que dès que tu as un pari, dès que tu peux faire un investissement, que ce soit en temps ou en argent, qui remplit ces 2 critères qui sont numéro un, bah, ton expected value est positive. C'est-à-dire tu considères que selon les probabilités que tu as pu calculer, tu vas en gagner plus que ce que ça te coûte. Et ensuite, qui ne te met pas en danger, c'est-à-dire que le problème de l'expected value, c'est que si tu mises toutes tes économies sur un truc et que ça ne fonctionne Bah, je pas, pense que tu peux donner ça un reste exemple prédit par extrême le pour vraiment concept. prouver le point. Euh, on- Donc voilà, si on te dit un exemple extrême, Paul, aujourd'hui, on a Jean-Jacques dans son compte en banque, il a 50 000 euros, et je dis, écoute Jean-Jacques, file-moi tes 50 000 euros, et c'est qui tout double. Donc on va jeter une pièce, et si c'est pile, je prends tes 50 000 euros, mais si c'est face, je t'en donne 75 000. Donc ton EV est positif, mais est-ce que tu veux vraiment faire un pari où tu mets en danger tes économies? Il faut pas non plus pousser le concept de lever de l'expected value, du coup, trop loin, où du coup tu trouves dans des trucs absurdes. Tu vois. Je voudrais pas qu'on nous dise que dans certains cas ça ne fonctionne pas. Effectivement, dans certains cas, si tu te mets en danger, ça ne fonctionne pas. Mais si tu es sur un pourcentage de ta richesse, on va dire, qui est suffisamment raisonnable, euh, voilà, tu peux toujours investir dans des projets qui semblent peut-être avoir peu de chances de réussir. Et je pense que ce podcast, par exemple, est un exemple de projet où on a fait ce calcul. Alors, on n'a pas vraiment fait la formule Parle concrètement. pour toi, moi On était dans une j'ai passé 3 heures. situation où... Ouais. On était dans une situation où on n'avait pas vraiment d'indication qui nous permettait de penser que le podcast Nomad Digital pouvait avoir une demande ou une audience particulière. Donc, pour moi, la probabilité que le podcast réussisse n'était pas énorme. Elle était peut-être de 40% ou de 50% quand on l'a lancé en début d'année 2016. Mais en même temps, le temps investi représentait peut-être une douzaine ou une quinzaine d'heures. Donc c'était un risque qu'on était prêt à prendre, même si il avait assez peu de chances de réussir. En gros, l'idée, c'est que cas numéro un, tu perds tes 15 heures et tu as fait un podcast que personne n'écoute. Cas numéro 2, tu te retrouves avec un podcast populaire qui rapporte une audience, qui peut avoir des débouchés. Donc dans ce cas-là, c'est un plutôt bon investissement pour tes 15 heures. Et tu vois, en termes de contenu, j'ai un peu eu le même calcul sur mes vidéos YouTube. Où les vidéos YouTube, j'étais pas convaincu que j'allais pouvoir vraiment faire quelque chose de différent au départ, ou que j'allais pouvoir avoir une grosse chaîne, parce que YouTube, c'est quand même très compétitif. Mais je me suis dit, ça mange pas de pain de faire 3 vidéos et de récupérer un peu de data Après, il y a aussi là-dessus. une fonction dans le Donc, temps, ça devient encore plus compliqué parce que on a déjà parlé dans un épisode précédent, il y a aussi la question de plaisir et la question d'apprentissage. Il y a toutes ces choses-là qui entrent en compte où c'est pas le temps ne se vaut pas forcément. effectivement. Mais c'est pour dire que je pense que quand tu calcules ton expected value, tu mesures non seulement l'investissement financier, mais l'investissement en temps. Et ça te dit que tu peux faire certains paris qui peuvent avoir tu vois, peut-être une chance sur 2 ou une chance sur 3 ou même une chance sur 10 de réussir. Et que ça peut toujours être intéressant si tu penses avec cette lorgnette. Et pour moi, la valeur de l'expected value, c'est vraiment
euh, que c'est un modèle mental ou une façon de concevoir le monde, où avant d'en avoir entendu parler, tu n'y penses pas trop, mais une fois que tu en as entendu parler, c'est une façon d'évaluer tes différents projets. Ce n'est pas la seule façon d'évaluer tes projets, et elle n'est pas toujours aussi utile. Parfois, elle est plus ou moins utile selon la facilité que tu as à calculer tes probabilités, tes récompenses. Mais c'est une bonne idée à avoir dans ton arsenal, je pense, pour prendre de meilleures décisions. Pour moi, c'est un exemple parfait de modèle mental, non? C'est justement Ouais, c'est exactement un exemple parfait un de modèle schéma que tu mental. Ouais, appliques pour prendre à tes différentes décisions. situations. Ouais, Mais c'est vrai que et là, on va rentrer dans la partie. Le problème principal avec ça, c'est quand même que au final, pour calculer cette expected value, il faut quand même que faut que tu utilises ton jugement et ton jugement peut se tromper. Notamment, les probabilités que tu estimes peuvent être totalement fausses. Et c'est très dur dans certains domaines, c'est beaucoup plus dur que dans d'autres. effectivement. C'est pour ça, à mon avis, que dans le domaine du poker ou de la finance, c'est là où le concept est le plus fort. Et plus tu t'éloignes de ça, plus ça devient euh, une interprétation particulière, quoi. C'est vraiment, tu te dis, est-ce que ici les gains sont potentiellement supérieurs aux pertes? Donc tu essayes d'exposer ton risque, mais par exemple, c'est un concept qui s'applique bien en marketing. Tu vois, quand on va faire des campagnes Facebook, il y a une probabilité, par exemple, que la campagne soit un échec, mais si la campagne est un échec, tu as une perte qui est limitée au budget que tu as mis dessus. Mais si c'est un succès et que tu peux la scaler, que tu peux vraiment booster les ventes d'un business avec, tu vois, tu as un gain qui est important. Donc après, c'est savoir quelle est la probabilité que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas et quelle est la somme d'argent qu'on va mettre dedans. Est-ce que tu veux parler de diversification et de la courbe d'utilité? Euh, pour la diversification, euh, ça revient un peu à ce qu'on a dit précédemment. C'est-à-dire que pour être sûr, si tu prends 1000 paris avec expected value super plus, tu es sûr de finir avec plus. Si tu prends juste 2 paris avec plus, tu peux avoir pas de bol et te retrouver avec moins. Donc je pense que ça va un peu avec ça, varier les paris. Ou tu avais quelque chose de plus précis par rapport à ça? Non, c'est ça. Effectivement, on a mentionné ça, l'idée tout à l'heure avec l'idée de Jean-Jacques et de ses 50 000 euros, en fait. Alors que tu vois, Jean-Jacques, donc il a 50 000 euros, il en gagne 75 000. Si on lui proposait 100 paris de 500 euros pour gagner à chaque fois 750 euros, il aurait grandement intérêt à le faire parce que, Ouais, à moins que Jean-Jacques soit le mec le moins chanceux de la planète, il va gagner de l'argent à la fin, quoi. Ce serait un peu comme. En fait, c'est l'inverse du casino, tu vois, exactement. ou du jeu à argent. En fait, c'est pour ça que les gens perdent de l'argent Bah, c'est justement le pari que fait le casino. C'est intéressant. C'est que le casino, sur un individu ponctuel, il peut gagner ou perdre de l'argent. Mais sur l'ensemble des individus, sur l'ensemble des personnes qui rentrent dans le casino, c'est qu'il sera gagnant. Parce que les probabilités dans les machines et dans les jeux sont mis en place de telle façon à ce que la valeur attendue du sont en sa casino faveur. Et soit en fait, le positive. mécanisme psychologique qui fait Ouais. que les gens vont quand même au casino, outre l'addiction, c'est qu'ils pensent que eux, pour une raison ou une autre, ils sont spéciaux et que leur expected value est positive. Alors que non, ils sont comme tout le monde. Et après, justement, le fait de. Parce qu'après, tu peux avoir une expected value négative et tu as de la chance, tu gagnes. Mais toi, ça ne veut pas dire que c'était un bon pari à la base. Et ça, je pense que c'est très compliqué à comprendre mentalement, que tu peux gagner à quelque chose, mais tu as quand même pris la mauvaise décision avant. Euh, et ça, c'est une part de chance. Mais ça, pareil en business. C'est-à-dire que tu peux avoir un succès monstrueux avec ton business, dire, voilà, c'est parce que j'ai pris la bonne décision, c'est parce que j'étais bon. Alors que peut-être que tu as juste eu de la chance sur ce business-là en particulier. Un autre élément qui est encore un élément économique, et c'est la question de la courbe d'utilité. Et la courbe d'utilité, essentiellement, c'est une façon de représenter les préférences individuelles. L'idée ici, c'est que est-ce que tu préfères euh, avoir une chance sur deux de gagner 10 millions ou est-ce que tu préfères avoir 5 millions garantis? Si tu faisais le calcul en termes d'expected value, de valeur attendue, ça revient au même. Dans les deux cas, tu gagnes 5 millions. Mais la plupart d'entre nous préféraient prendre l'argent garanti. Pourquoi? Parce que la différence entre 0 et 5 millions, elle est beaucoup plus importante que la différence entre 5 millions et 10 millions. Et donc, tu te retrouves dans une situation où parfois ça peut valoir le coup de prendre un pari avec une expected value qui est inférieure selon ta courbe d'utilité. Et au final, c'est un peu le pari que nous, on a fait. Bah, je pense que tu prends l'exemple, par exemple, une chance sur deux de gagner 10 millions et sinon 3 millions d'assurés. L'immense majorité des gens choisiraient le 3 millions. Et la plupart seraient capables de calculer l'expected value, mais ça, effectivement, ça a plus de sens pour eux parce que les 3 millions vont changer leur vie
plus que les 10 millions. Effectivement, c'est d'ailleurs même un meilleur Euh, exemple que celui que j'avais donné. Mais je pense que la façon dont ce truc-là se traduit de façon très concrète dans ta vie, c'est dans les business qu'on a choisi de faire. C'est-à-dire que si on voulait gagner 1 milliard, il aurait fallu aller à San Francisco et monter une startup. Mais si tu estimes que la différence entre quelques millions et 1 milliard ne vaut pas la probabilité inférieure de pouvoir devenir milliardaire, tu dis, OK, je vais faire un business plus réduit qui peut gagner moins d'argent, mais qui a une probabilité plus forte de réussir et qui atteint l'utilité que moi, je cherche à accomplir. Donc ça, c'est encore une autre limitation du concept d'expected value qui peut, d'un point de vue totalement mécanique, financier, au niveau des chiffres, tu peux avoir une réponse qui ne correspond pas forcément à tes préférences personnelles. Et dernièrement, je rajouterais que c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent dans les startups. Il y avait un article de Inc. qui était intéressant là-dessus. En gros, ils avaient calculé, alors je sais plus les chiffres, hein, mais je pense que c'était une startup sur 10 000. J'espère pas dire une connerie, mais enfin, ce serait dans ces eaux-là, qui devenait unicorn, donc qui a atteint une valuation de 1 milliard de dollars. Et par contre, tu demandais aux gens dans les startups, aux gens qui étaient en train de créer leur startup, c'était quoi leur chance de devenir une unicorn, et ça allait entre 1 et 10%. Et en fait, les gens, notamment quand tu pars dans des probabilités qui sont très faibles, les gens ont facilement tendance à surestimer leurs propres chances. Parce qu'ils se disent finalement 1% c'est déjà très très faible en fait. Mais en fait, ils se rendent compte qu'en fait, Voilà, ils ont 1% du point de vue de 1% chance. l'expected value, du coup, ton 1% de 1 milliard, ça fait quand même une excellente expected paraît value, monstrueux. quoi. Mais c'est vrai que je pense que l'être humain, de toute façon, n'est pas équipé pour comprendre ces chiffres. C'est un peu comme quand tu lis sur les molécules ou sur les galaxies. Tu sais, tu te retrouves avec des chiffres qui n'ont aucun sens. Parce que ton cerveau n'arrive pas à se représenter les choses à cette échelle-là. Et donc, du coup, tu te reposes sur des trucs qui semblent plus faciles à comprendre par rapport à ton quotidien. Tu vois, genre 1%, 10%. C'est pas logique. Hein. Ouais, c'est des choses qui sont faciles à concevoir. Sur ce, je te propose qu'on passe à la section lifestyle. Sauf si tu as un mot de la fin. Est-ce que j'ai un mot de la fin? C'est intéressant ça. Je dirais que l'expected value, je pense qu'il ne faut pas trop bloquer dessus non plus. Il faut essayer. Voilà. Je pense que c'est effectivement le concept parfait, c'est de le penser comme un modèle mental. Donc, essayez d'appliquer cette réflexion, mais ça ne veut pas dire que vous pouvez à chaque fois appliquer la formule précise exacte. Mais essayez de toujours mettre toute décision semi-importante dans une sorte de fourchette d'expected value. Et si des deux côtés de la fourchette, c'est négatif, par exemple, il faudrait mieux éviter. Si des deux côtés de la fourchette, c'est positif, c'est intéressant. Je ne sais pas si mon analogie de la fourchette est très compréhensible, mais peut-être que certains comprendront quand même. Voilà. Non, et je vois. En gros, quel est le scénario, le pire cas, quel est le meilleur cas, quoi. En gros, quelle est la distribution possible de mes résultats. On passe finalement pour la 3e fois à la section lifestyle. Qu'est-ce que tu nous recommandes cette semaine? Je recommande un documentaire qui me semble s'appelle The Minimalist. Je mettrai le lien dans l'article de l'épisode, qui est en fait un documentaire donc, sur le minimalisme, comme son nom le suggère, qui est un peu pompeux parfois, qui fait un peu prétentieux, mais qui globalement représente pas mal d'idées dont on a parlé dans le podcast, donc le fait de vivre avec moins, de se satisfaire de moins. Et oui, il rajoute aussi tout un aspect très, très humain en fait, avec l'aspect le plus important, c'est les relations humaines. Et ce qui paraît toujours très cheesy, qui paraît très cliché ou bidon à dire, mais toutes les études sur le bonheur montrent que c'est vraiment ça qui joue le rôle le plus important. Donc je recommande ce documentaire, il est vraiment sympa. Ok. Moi, comme on a déjà parlé sur le podcast, on a tous les deux eu différents soucis avec le sommeil. Et quand je dis que j'ai un peu du mal à dormir, les gens me donnent toujours des conseils à la con, du style il faut arrêter l'ordinateur 2 heures avant de se coucher, il faut mettre, je sais pas, il faut pas trop manger avant de dormir. Compte les moutons, mec. Il faut se réveiller tous les jours à la même heure. Que des conseils que j'ai bien sûr testé 1000 fois et qui ne fonctionnent pas. Et récemment, du coup, Tim Ferriss, sur sa chaîne YouTube, qui devient de mieux en mieux, hein, parce que pendant un moment, sa chaîne YouTube, c'était quand même du foutage de gueule. Ah, je me suis désabonné, donc peut-être que je te Dernièrement, il a fait des vidéos vraiment cool, vraiment intéressantes.
Et il a fait une vidéo sur sa routine du soir. Et pour le coup, il se fout pas de ta gueule. Donc, il a une routine, c'est du Tim Ferriss, quoi. C'est ultra précis. Donc, il a un thé particulier où il met du miel, du vinaigre de cidre. Il a un truc avec un bain pendant lequel il boit de l'eau glacée. Il a une routine très précise. Et lui, il dit que ça l'a vachement aidé. Donc c'est du Tim Ferriss, c'est du body hacking au maximum, un truc ultra précis. Tu te demandes où il a été trouvé tous ces trucs-là, toutes ces combinaisons de substances. Et donc du coup, je suis assez, je serais très curieux de pouvoir tester ça. J'ai pas eu l'occasion encore de le tester parce qu'il faut d'abord il faut une baignoire et puis pour le bain il faut avoir les bons ingrédients qui ne sont pas forcément ultra faciles à trouver au Vietnam. Mais pour ceux d'entre vous qui ont des problèmes pour dormir, je vous recommande ça parce que c'est des conseils pour dormir qui sortent absolument de tout ce que tu vois tout le temps. C'est toujours la même chose. Lui, il te propose un truc totalement différent. Je pense que Ferriss, c'est aussi quelqu'un qui a un cerveau qui est ultra actif le soir. Il a pas mal raconté que ses bouquins, il les a écrits en gros entre 23h et 4h du matin. C'est là où ton cerveau commence à tourner à gros régime. Moi, c'est un truc avec lequel je peux m'identifier, donc je pense que lui, il a vraiment eu des soucis avec ça. Et voilà, ne serait-ce que par curiosité, de voir comment ce mec-là vit au quotidien, c'est une vidéo intéressante à aller regarder. On pourra mettre le lien dans la description du podcast. Mais sinon, vous tapez Tim Ferriss, YouTube, Sleep, vous devriez pouvoir le trouver sans souci. Et sur ce, on va se quitter. On se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode de Nomade Digital. D'ici là, vous pouvez bien sûr vous rendre sur nomaddigitalpodcast.com pour retrouver tous les épisodes du podcast, vous abonner ou laisser votre avis. Et en parlant d'avis, je pense qu'on peut sortir un peu le champagne pour les 200 évaluations sur iTunes. Personnellement, j'ai un verre d'eau. Ouais, dis donc, c'est la fête. Mais j'ai un verre d'eau, une bouteille en eau, donc je peux faire semblant en fait. Écoute, je me souviens que un verre d'eau et une bouteille en eau, sans doute. Je me souviens que une bouteille en verre. Que le moment où on a atteint les 100 évaluations, c'était cool et ça me semblait que c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a quelques mois. Et on avait arrêté de faire des appels à l'action aussi fréquents. Et pourtant, vous avez continué à nous laisser des évaluations. On a passé la barre des 200 et c'est vraiment cool parce qu'il y a très peu de podcasts en France qui dépassent Et là, encore une fois, c'est la preuve que voilà, faut un peu réfléchir différemment. Tu te rends compte que tu as des mecs au Bangladesh pour 50 centimes, ils te posent des avis iTunes. Donc c'est vraiment comme ça qu'on a pu accélérer le rythme. Effectivement, c'est juste une question de hacking, quoi. C'est du gros hacking, c'est tout. Effectivement. Merci à vous qui nous avez laissé des évaluations. Merci à vous qui nous avez écoutés jusqu'à la fin de cet épisode. Vous l'avez entendu, on était tous les deux un petit peu fatigués. On espère qu'on a été bon quand même sur les concepts. En tout cas, le concept d'expected value est vraiment utile. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Et on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.